Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Châteauroux. Exactement, en direct des NBA Awards 2018, deuxième édition des NBA Awards. On est sapé comme jamais. Ah bah ouais. N'est-ce pas? On a fait péter la cravate, on est en chemise, on espère vous aussi, même si vous êtes en robe ou en chemise. On fait la bise évidemment à toute la communauté. Ces habits de soirée. Hein. Ce sont les NBA Awards, donc on s'est mis beau comme tout. On vous laisse vous installer évidemment. Grosse vidéo pour ces NBA Awards, puisque c'est donc la grande cérémonie maintenant installée par la NBA en fin d'année. Vraiment là où tout est passé. Comme l'indique l'emplacement de cette date, ce sont les awards de saison régulière. Exactement, merci la NBA. 5 juin. Peut-être qu'après ils la modifieront, mais c'est vrai que pour le moment, on verra ça dans quelques années. Mais ils ont décidé de faire ça là fin juin. Nous sommes sinon à Los Angeles. Ouais. Et pour ceux qui ne le savent pas et qui regarderaient évidemment maintenant cette vidéo, 3h du matin, début de la cérémonie, diffusée sur beIN Sport, notamment c'est sur beIN Max 4 en VO, donc vous pourrez la regarder ceux qui veulent. Puis sinon, on sera en train de traîner évidemment sur les réseaux sociaux pour vivre cette grande cérémonie avec vous. Bien sûr. T'es chaud? Bah, allez. Ah, on s'est mis propre, même Léon, là, il a fait péter le costume en queue de pie et tout. Vous ne voyez pas, mais ouais, c'est le 3 pièces. Queue de pie, hein. Ouais. Et donc on va devoir s'occuper des 6 grands trophées. Il y en a plein, c'est une longue soirée avec plein d'invités et plein de personnages prestigieux, notamment Oscar Robertson qui va recevoir le Lifetime NBA Award. On a vu Lifetime Achievement. Lifetime Achievement Award, tout à fait, merci. C'est Bill Russell qui a eu l'année dernière, donc on va voir un Mr. Triple Double. Oui. Non, c'est bien, ça, moi franchement, tant qu'à faire, de se faire une cérémonie entre la draft et la free agency, c'est-à-dire à un moment que personnellement je trouve pas ça hyper stratégique entre deux grosses actus, tu vois. Moi non plus. Tant qu'à faire, autant faire un truc bien. Oui. Qui rend hommage aux anciens. Qui rend hommage aux anciens, qui rend hommage aux joueurs. Enfin voilà, je trouve ça bien. Oscar, il mérite. Oscar, il mérite comme Bill Russell dernière. Donc évidemment, on applaudira Oscar Robertson ce soir. 6 catégories: rookie de l'année, défenseur de l'année, meilleure progression, 6e homme. Ouais. Coach de l'année et enfin MVP. Donc on va s'occuper de ces 6. Il y a Léonce qui nous a prévu une magnifique petite intro pour tout ça, n'est-ce pas? Ah ouais, magnifique. Est-ce qu'on commence par les rookies de l'année? T'es chaud? Allez, les rookies de l'année, c'est parti. C'est l'heure des rookies de l'année. Les rookies de l'année, ils sont au nombre de 3 donc dans cette catégorie. Et nous avons donc dénominé au nom de Monsieur Donovan Mitchell, évidemment, du Utah Jazz, qui a fait une magnifique petite saison. Va falloir qu'on en parle. On va en parler. Monsieur Benjamin Simon. Monsieur Ben Simmons, tout à fait, en direct d'Australie et des Sixers. Et enfin, la pépite de Boston, Jason Tatum. Jason Tatum, à ne pas confondre avec Channing. Exactement. Même si les dégâts sont équivalents. Oui, qui sera probablement là ce soir au NBA Awards. On le sait. Mais donc, évidemment, on va parler un petit peu de ces 3 candidats. Pour chaque trophée, on vous invite évidemment à nous balancer vos arguments. Après aussi la petite tablette. Ouais. Alex, j'ai envie de commencer tout de suite en parlant de ce duel qui a quand même été épique et qui a rythmé la saison NBA entre Donovan Mitchell et Ben Simmons. C'est quand même fou. Magnifique. On s'y attendait. En plus, c'est fou parce que d'un côté, il y a Ben Simmons, très attendu puisqu'il n'a pas joué de toute sa première année. C'est pour ça qu'il était considéré comme rookie cette année, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la loi. Blake Griffin a été rookie of the year comme ça. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas pour Ben Simmons. Donc il était très attendu. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a grave assumé. Clairement. On est sur un joueur qui est en quoi? En 15-8-6, 15-8-8, 15-8-8, énorme statistique de la part de Ben Simmons. 15-8-8. Et la progression des Sixers qui va avec. Progression des Sixers. Il a montré de très belles choses également en défense. Ah oui. Enfin voilà, il y a la productivité statistique et il y a aussi de la défense, il y a de la concentration. Il y a de tout. Il y a du leadership. Quasi All-Star, dans la discussion des All-Stars en février, on n'était pas choqué s'il avait été All-Star. Pas du tout choqué. Et d'ailleurs, même quand Joel Embiid se blesse en fin de saison, Ben Simmons est au centre d'une série de 16 victoires de suite. Enfin, je veux dire, il a été monstrueux, Ben Simmons. Évidemment, sur son dossier, si on peut juste lui mettre un petit côté, parce que pour chaque dossier, on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Pour son dossier, il y a ce côté un peu, est-ce un vrai rookie? C'est un petit peu ce qui lui a été remis un petit peu en question. Il est sur Athletic, déjà il triche. Déjà il triche. Ouais. Déjà il triche parce qu'au niveau du corps il triche déjà. Déjà c'est un LeBron type, donc c'est un peu compliqué. Non, moi j'ai pas du tout de problème avec le fait de le considérer comme un rookie. Donovan Mitchell a joué beaucoup là-dessus et justement on va en parler de Donovan Mitchell. Alors Donovan Mitchell, la saison est incroyable. Lui c'est un pick 13 de draft. Honnêtement, il y a ceux qui y croyaient pas trop et ceux qui y croyaient, mais il y a personne
qui nous avait annoncé Donovan Mitchell en 23-3, leader offensif d'une équipe qui va en playoff. Qui est top 4 top 5 de l'Ouest. C'est-à-dire que Utah, c'était absolument inattendu. On avait vu le script entier, Grant Hayward qui se barre, Rodney Hood qui se fait transférer, Donovan Mitchell responsabilisé dans le 5 majeur, même quand Rudy Gobert est blessé, il est absolument incroyable, il a été clutch. Pareil, hein, on avait vu en janvier, février, mars, quand Utah est quasiment injouable, ils étaient quoi sur 20 victoires sur 22 matchs à un moment. Là, il est au milieu du système offensif. Ce run monstrueux. Utah son avantage. Il n'hésite pas à trader Rodney Hood à la trade deadline. Et Joe Johnson et compagnie, bien sûr. À son avantage, le côté conférence Ouest, on parle quand même d'un copain qui a emmené Utah à la 5e place de l'Ouest, mais le point négatif sur son dossier, c'est évidemment pas la même progression ni hype que les Sixers, avec Ben Simmons, où les Sixers sont passés vraiment de bottom de la ligue à on va en playoff et carrément sur le podium, quoi. C'est ça qui est fou. Oui. Avec Utah qui a un tout petit peu ce côté surprenant, magnifique saison, mais dans la tête des votants, je me demande s'ils vont penser vous étiez quand même déjà en playoff l'année dernière. Premièrement, et deuxièmement, quand tu regardes les matchs de Utah, après les votants, ils regardent les matchs quand même, les votants. J'espère que les votants, nous en tout cas on regarde les matchs. Mais donc quand tu regardes les matchs de Utah et que tu regardes ceux des Sixers cette année, il y a un côté où parfois Donovan Mitchell, notamment, c'est pas le patron vraiment de Utah, non pas que ce soit un reproche, attention, hein, mais il y a du Rudy Gobert, il y a du Ricky Rubio qui a été très bon. Oui, il y a, comme du Joel Embiid aussi a été très bon pour les Sixers. Oui, tout à fait, c'est là que j'allais venir. Mais avant que Rudy Gobert revienne... Oui. Non, Utah avait un coup de mou. Un peu plus en galère. Rudy Gobert revient bien sûr. Et il se repose en patron défensif de l'équipe du Jazz. Oui. Et Donovan Mitchell a continué, lui, à toujours être aussi bon. En fait, il a été bon toute la saison. Non, c'est clair. Mais non. Enfin, je veux dire, quand on dit du 23-3, c'est vraiment ça. C'est le mec qui fout 20 points à tous les matchs, quasi. Dans la liste des arrières qui sont à 20 points et qui sont en play-off. Il a un culot monstre. Il drive, il shoot. Mais... je sais pas comment dire, pour le comparer par exemple avec Ben Simmons, avant même de comparer à Jason Tatum, notre troisième candidat. Ben Simmons, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté emprise sur le jeu très impressionnant. Ce qui a halluciné, c'est aussi le style de jeu. C'est le style de jeu aussi, c'est-à-dire que quand Ben Simmons arrive sur le terrain, on l'a vu pendant la série notamment de victoire des Sixers, quand il arrive sur le terrain, tu vois tout de suite que c'est le meilleur joueur dès qu'il arrive. C'est-à-dire que dans le style de jeu, dans la hype, dans la façon dont il a responsabilisé ses coéquipiers, les Sixers, en tant que hype global, c'est limite si lui a fait plus de bruit que Joel Embiid, qui est pourtant un joueur extrêmement bruyant et qui a été All-Star. Donc Ben Simmons d'un côté, Donovan Mitchell de l'autre, c'est ça qui a fait que cette course était absolument incroyable cette année. Et pour finir le trio... Et Jason Tatum, qui a été fort, qui a été bon. Son point faible, évidemment, il est dans la production statistique. C'est-à-dire que... Oui, et puis dans la position donc statistique qui est liée au jeu de Boston. Mais lui aussi, il y a un côté surprise, dans le sens où... Est-ce qu'il aurait fait cette saison-là si Gordon Hayward se pète pas la jambe? Évidemment, au bout de 5 minutes de jeu, la saison rookie de Jason Tatum explose, évidemment. Ensuite, effectivement, pour sa production statistique, il joue à Boston, le ballon circule, il y a d'autres options offensives autour de lui. Il a quand même joué à côté de Kyrie Irving, le pépère, pendant les 3 quarts de sa saison. Rappelons-le, ce sont des awards de saison régulière. C'est-à-dire que Jason Tatum a été encore meilleur en playoff, mais respectons surtout la saison régulière, où il est à 14 points de moyenne. Voilà. C'est pas la même production que les copains qui sont devant quand même. Non, pour moi, il est en dessous. Il est en dessous. Pour moi, ça se joue entre Donovan Mitchell et Benjamin Simon. Peut-être qu'on vote. Allez. C'est l'heure de voter. Donc vous prenez-vous aussi votre tablette. On va pouvoir le faire pour chacun. Ben Simmons, Donovan Mitchell. Roulement de tambour. Pour qui allez-vous voter? Qui va être le joueur qui va prendre la succession de monsieur Malcolm Brogdon des Bucks l'année dernière? Roulement de tambour. Alex, monsieur Ben Simmons, on est d'accord? Le vote, ça ne sera clairement pas un vote unanime parce que Donovan Mitchell aura été énorme. Ouais. Mais Ben Simmons quand même. Ben Simmons. Ouais, moi je mets Ben Simmons aussi. Et alors si on pouvait quand même le justifier un petit peu, pourquoi ce choix? Pourquoi? Déjà pour moi, parce que effectivement Ben Simmons a eu Embiid, mais quand Embiid s'est blessé en fin de saison, honnêtement la production des Sixers n'a pas changé. Ouais. Du tout. Non, c'est sûr. Et ça c'est très impressionnant. Parce que du jour au lendemain, tu as Joel Embiid dans la raquette et du jour au lendemain, tu as Ersan Ilyasova ou Amir Johnson. Ouais. C'est quand même pas la même ambiance. Non, c'est sûr. Le rythme des Sixers n'a pas freiné, voire il a augmenté, puisqu'ils ont fait qu'enchaîner les victoires. Donc c'était ça, fort. c'est le premier point. Même contre des bouses. Deuxième point, j'en parlais tout à l'heure, emprise sur le jeu.
très impressionnante pour un joueur aussi jeune. Oui. Une vraie emprise, je veux dire, je sais qu'on va dire mais il n'a pas trop de shoot et tout. Bah franchement les gars, heureusement qu'il a pas de shoot. Non, mais sinon c'est sa première saison NBA. C'est pour le titre de MVP qui joue. Évidemment. Lui quand il va avoir un shoot, lui ça va être le titre de MVP qui va jouer. Donc là. Pardon, non, mais j'allais continuer sur ce que tu disais, c'est que le côté vote pour Ben Simmons n'est pas contre Donovan Mitchell, parce que ce qui est terrible avec cet award, c'est que si tu es Ben Simmons et que tu le gagnes, Donovan Mitchell peut se sentir que c'est injuste, entre guillemets, et si Donovan Mitchell le gagne, Ben Simmons peut sentir que c'est injuste. Ouais. C'est rare d'avoir une course aussi serrée, donc les deux le méritent. Après, c'est une question de, voilà, c'est la glace au chocolat contre la glace à la vanille. Moi, personnellement, en ayant vu comme toi beaucoup de matchs de Ben Simmons, il y a vraiment un côté daron, et sur Donovan Mitchell, évidemment sur la création très fort, mais surtout le scoring. Mais surtout scoring. Alors que Ben Simmons, tu sens qu'il a une emprise sur tout le jeu, quoi. Tout le jeu. La défense, tout. Donovan Mitchell, c'est pas qu'il défend pas, mais c'est plus Utah. Je veux dire, Utah est une grosse défense. Les Sixers ont été une très grosse défense aussi pendant l'année. Les deux ont un gros pivot qui défend très bien, d'ailleurs, dont on va sûrement reparler lors d'un autre award. Hein, mais j'ai trouvé que sur ce plan du jeu, Ben Simmons est vraiment incroyable. Tout à fait, vraiment très fort. Après, en termes de création pour les autres, tu prends toujours Ben Simmons. En fait, Donovan Mitchell, c'est au niveau du shoot qui surpasse Ben Simmons. Bien sûr. Après, sur la saison en elle-même, je pense que si Ben Simmons n'est pas rookie de l'année, je vais être surpris personnellement. Clairement, pareil. Voilà. D'ailleurs, on the spot, souvenons-nous, je crois que toi notamment, tu mettais Utah en playoff déjà, quoi qu'il arrive, et pas Philly, comme moi. Non, je mettais pas Philly non plus. Et Philly arrive podium, donc c'est quand même une perf qui est assez incroyable. Ben Simmons, rookie de l'année, on vérifiera ce soir. On doit enchaîner sur une autre catégorie, est-ce que t'es prêt ? Allez, dis-moi tout. On va s'occuper des défenseurs de l'année. Le trophée de défenseur de l'année. Les murailles. Les murailles humaines sont là, exactement. On va devoir s'en occuper. Ils sont 3. Oh, c'est plutôt en mode intérieur cette année. Ouais. Avec des grands baobabs. Bon, comme régulièrement. On nous dit tous les ans, des défenseurs de l'année externes, il y en a eu, il y en aura. Mais il y en aura toujours moins que des intérieurs, clairement, en pourcentage, c'est quoi ? C'est 20% à tout péter, quoi. Non, c'est clair, ils sont pas nombreux. Et cette année, justement, la NBA a décidé de retourner en mode old school, ou plutôt d'une manière générale, c'est du Rudy Gobert, Joel Embiid et Anthony Davis, de la grosse muraille. Ça compte dans tous les sens, et pas que. Un gros bisou à Al Horford, quand même. Des gros bisous, en effet, à certains joueurs dont on doit parler en mention. Un gros bisou à Al Horford. Al Horford, qui est pas dans le trio. Perso, moi, ça me dérange. Voilà. Ok. Mais Draymond a été énorme. Je dis pas que les autres candidats sont pas bons. Ouais. Draymond a été très bon. Draymond a été énorme. Mais Boston, c'est la meilleure défense de la ligue. Non, bien sûr. Toute l'année. Ouais. Non. Alors Ford méritait. Alors Ford a le même blasphème que la dernière Brad Stevens qui n'était pas dans la discussion du coach de l'année. Alors Ford qui est même pas dans le trio. Alors c'est vrai que statistiquement, il va être moins. Après, qui tu enlèves ? Ah bah moi, je sais qui j'enlève. Tu enlèves ? Ah bah Anthony Davis. Ok, très bien. Je l'enlève. Je l'enlève. Anthony Davis, c'est un putain de défenseur, mais il est le patron de quoi comme défense ? De la 20e de la ligue ou un truc comme ça, là ? 18, 20, 15 au mieux. Au mieux, hein. Les Pélicans ? Franchement, ils ont pris l'eau dans tous les sens. Hein. Non, c'est pas que de sa faute. Alors, attention. C'est le système de la NBA des awards qui fait que maintenant ils ont pris ils ont fait ça à 3. Peut-être qu'ils vont l'évoluer et qu'ils vont faire ça à 4-5. Par contre, Anthony Davis a des meilleures stats défensives. Par contre, il y a personne qui va le toucher. C'est pour ça qu'Horford n'est pas là. C'est parce qu'il est pas flashy et qu'il met pas des gros comptes qui vont au 3e rang. Et puis il prend moins de rebonds. Et puis ceci et puis mais c'est clairement un des meilleurs défenseurs de la NBA cette année. C'est clair. Tu prends moins de points. Bien sûr. C'est sûr et certain. Donc ça me travaille un peu. Mais bon, je vais m'en remettre. Tu vas t'en remettre ? Ouais. Ok, ça va marcher. Du coup, on va donc se pencher sur Rudy Gobert, Joel Embiid et Anthony Davis. Préparez un petit peu votre vote et vos arguments. Alex, je te tends la perche tout de suite avec The Stifle Tower from Saint-Quentin. Monsieur Gobzilla. Oui, monsieur Rudy Gobert. From Saint-Quentin, from Cholet Basket. Grosse saison. Ouais. Franchement, je préfère calmer tout de suite l'argument du 56 matchs. Il a 56, ouais. C'est suffisant. C'est suffisant pour voir que c'est borderline millier, ouais. C'est suffisant pour voir que Rudy Gobert est le meilleur défenseur de cette ligue. Non, bien sûr. À un moment donné, le mec il revient fin janvier. Mais le run de Utah en sa présence. C'est la catégorie valuable, genre vraiment c'est valuable défenseur qui est total. Ah, c'est le MVD là. Ouais, bien sûr. Clairement. Oui, clairement. Et puis il a les stats, il a du rebond, il a du contre. Et les stats avancées et tout, parce que attention. Avancées, tu me parlais de Boston, ils sont à égalité avec qui ? Les defensive box plus minus. Pour ceux qui aiment les stats avancées, les defensive box plus minus de monsieur Rudy Gobert,
C'est propre. En tout cas, elle est meilleure que Embiid et Davis. Ouais, Utah est numéro 1 de la ligue avec Boston, à égalité en termes de meilleure défense de la NBA. Oui, tout à fait. Ils ont remonté leur retard. Ils ont grignoté leur retard dans le dernier tiers de la saison. Avec Rudy. Oui. Avec Rudy, tout est plus compliqué pour l'équipe adverse. C'est même Russell Westbrook qui l'a dit. Russell Westbrook, il a dit qu'il aimait pas trop. Il a dit qu'il aimait pas trop attaquer quand tu fais chier Westbrook. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est les pivots qui trouvent ça relou quand il y a Westbrook qui débarque. Là, c'est Russell Westbrook. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent pas Russell Westbrook, franchement, c'est une des bêtes les plus furieuses de l'histoire NBA. En drive, c'est un grand malade. Tu vois, il aime m'attaquer. Et là, l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il aime pas trop attaquer contre Rudy Gobert. Ah bah, et il l'a vu au premier tour des playoffs, de toute façon. Ouais, mais donc, tout ça, mis bout à bout, avec les stats, les rebonds, les contres, les stats avancées, là, les box plus minus, les defensive rating, donc de global de Utah. Et puis le scénario complet, ça fait plusieurs années qu'il est dans la discussion. Et le côté genre pilier défensif. Identitaire, c'est Rudy, c'est il aime ça. Par rapport aux deux autres copains, c'est vraiment le défenseur de cette cuvée. Donc voilà. C'est un gros dossier. Gros dossier. Et en plus, ça n'enlève rien. Monsieur est français. Donc ça, forcément, ça c'est forcément un plus. Sera-t-il le nouveau défenseur français depuis Joachim Noah et défenseur de l'année? On est pas mal là pour former des gros pivots qui défendent. Bien sûr. Après, comme tu l'as mentionné, le seul point négatif, c'est 56 matchs joués. Ça peut jouer contre lui parce que c'est vraiment ric-rac la limite. Vitef. Bien sûr. Vitef, comme on dit sur Twitter. Bien sûr. Je m'occupe de monsieur Joel Embiid. Jojo. Lourd. Jojo très lourd. D'ailleurs, on n'a pas parlé juste pour Utah, mais c'est Rudy qui, magnifiquement accompagné par Joe Ingles, Ricky Rubio, etc. Le collectif autour. De toute façon, tu fais pas la meilleure défense de la ligue tout seul, juste avec un pivot qui colle des bâches. C'est ça. Ça s'appelle les Pélicans, Anthony Davis. C'est ça. Et ça fait pas la meilleure défense de la ligue. C'est pour ça que Joel Embiid, on en parlait avec Ben Simmons juste avant, beaucoup de très bons défenseurs, mais Joel Embiid a mis un accent, bien sûr. Même Reddick s'est donné à fond, Ilyasova, Amir Johnson, bien sûr. Mais Joel Embiid est au centre de tout ça. Ce qui est fou avec Embiid, c'est qu'on connaît son talent offensif qui est capable de se mettre beaucoup d'intérieur dans la poche arrière, mais il a ce côté kamikaze qui est absolument fou pourtant à cause de son dossier médical. Tu te dis que le mec ne va pas se jeter sur toutes les actions. Eh ben si, Joel Embiid, il a un côté protection d'arceau, intimidation. En termes d'intimidation, Joel Embiid c'est absolument fou. Et sur les switches aussi, il a beaucoup bossé. C'est quoi son meilleur côté pour toi? L'attaque ou la défense? Ah, c'est l'attaque quand même, parce qu'en défense, il me fait peur. En fait, en défense, il me fait vraiment peur. Mais moi, en attaque, il me fait peur aussi des fois. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il me fait peur physiquement. C'est-à-dire qu'il a un côté très kamikaze qui rappelle les années 90 et qui fait plaisir, mais il a des absences parfois défensives. On l'a vu par la suite avec les playoffs avec Al Horford. Offensive aussi, hein. Oui. Moi, en tout cas, pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment offensif. Mais c'est énormément sous-estimé sa défense. C'est énormément sous-estimé la défense de Joel Embiid. Ce qui est dingue pour un jeune comme ça. Bien sûr. Parce qu'on rappelle que Joel Embiid, il a quoi, 24, 23, 24 Ah ouais, 24 piges, bien sûr. Et d'ailleurs, regardez-le, Joel Embiid qui, sa première saison, joue une trentaine de matchs. Bon, Philly, au fin fond de la conférence Est, ça joue une soixantaine de matchs. Philly podium, avec tout ce qu'on a mentionné comme apport des autres joueurs. Mais Philly était dans le haut du panier de la défense, Joel Embiid est dedans. Joel Embiid, gros et il a vraiment ce côté, pareil, tu parlais de Westbrook, de si un mec vient sur moi, je vais y aller, mais à deux mains. Oui. À deux mains au contre. Et puis, il est quand même bien mobile par rapport à sa taille et à son poids. Il switch pas trop mal. C'est pas facile d'aller lui piquer les rebonds défensifs au pépère. Une fois qu'il est positionné. Non, c'est clair. C'est compliqué. Il conteste bien. Les close-out sont plutôt bons également. Enfin, franchement, c'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur. Et d'ailleurs, je pense que le seul point, ta question, elle va dans ce sens, c'est que le seul point négatif qu'il peut avoir par rapport au dossier Joel Embiid en comparaison avec Gobert, c'est que c'est pas un spécialiste comme Rudy. C'est-à-dire qu'il est très bon à ça. Et puis, excusez-moi, finalement, il joue pas tellement plus de matchs. Et il joue pas tellement plus de matchs. Franchement, il a joué une dizaine de pas plus. grand-chose. Bien sûr. Non, c'est sûr. Tu vois. Le troisième, c'est Anthony Davis. Anthony Davis, donc comme je l'ai dit qui est lourd tout à l'heure. Ah, mais bien sûr qu'il est lourd. Attends, au contre, au rebond, aux interceptions, parce que alors lui, il est encore plus mobile que les deux qu'on vient de citer. Oui, c'est très rare d'avoir un joueur qui dépasse les 4 unités au total entre contre et interception, et il est dedans. 1,5 interception et 2,6 contre. C'est lourd. C'est énorme. C'est lourd. Bah, il y a genre Yanis dans ce genre de truc là. Ouais, grand max. Ce genre de choses. Oh, bien sûr. Puis après, il faut remonter loin. Ouais. Mais non, mobilité, contre, interception, rebond. D'un point de vue individuel. Anthony Davis est un excellent défenseur. En plus, peut défendre plusieurs postes. Il n'y a pas de souci sur les switches. Au centre du run des Pélicans pour tourner en playoff. Il y a le script qui va avec. Oui. C'est moins un leader pilier défensif
comme un Gobert ou même comme un Embiid. Oui, voilà. C'est moins, tu vois, un gueulard aboyeur qui place, qui machin. C'est moins un kamikaze qui défend le mec qui va au poster ou ce genre de choses. Après, il est tellement fort en attaque, il fait tellement de trucs et il a eu tellement de responsabilités en attaque avec les Pélicans, bien sûr, que forcément, et puis ça jouait un jeu plus rapide aussi, donc c'est un peu ça peut jouer dans la tête des votants. Ça peut complètement jouer dans la tête des votants, puis en plus ça joue un jeu plus rapide, donc ça encaisse plus de points. Parce que c'est vrai que Utah, quand t'as Ricky Rubio et Joe Ingles qui ralentissent le ballon, Rudy Gobert a le temps de se replacer, t'es sur demi-terrain, Rudy Gobert il contrôle sa raquette, c'est un autre délire. Même chose avec les Sixers pour Embiid. Non, bien sûr. Anthony Davis a moins eu ce genre d'opportunité. Ouais. Il a été moins aidé par son collectif. Et je pense que c'est un peu moins un défenseur dans l'âme. Mais par contre, statistiquement, c'est Anthony Davis. C'est Anthony Davis. Un MVP calibre. Et d'ailleurs, si on devait vraiment, comme tu le disais, au côté individuel, si on devait prendre un joueur capable de défendre sur le plus de postes possible, switcher et intimider, c'est le meilleur des trois. Parmi les trois, oui. C'est lui, Anthony Davis. Oui, malheureusement, comme tu l'as dit là, c'est pas... Voilà, il est dans d'autres discussions et dans d'autres trophées. Ouais, voilà. Mais saison énorme défensive parce que une fois que DeMarcus Cousins est tombé, Anthony Davis a été monstrueux et on doit quand même le féliciter. Est-ce que c'est l'heure de voter? Ouais, tu me donnes un autre crayon? Oui, je vais t'en donner un tout de suite. On va tester. J'ai un souci de crayon en ce moment. Moi. On va essayer. Ça, tu veux le rouge, vert, noir, le vert, les gens ils ont dit l'autre jour c'était pas bien. Tu veux lequel? Je vais prendre du rouge. On va tester le rouge? Du rouge. Allez, on va tester le rouge. Ouais, c'est la fête. Donc on sort tout de suite son petit. Moi, il est là, mon stylo. On sort tout de suite son vote. Pour qui allez-vous voter? J'aime ce genre de bruit, ça. Alex. Ça veut dire que c'est un stylo qui marche bien. Ça va pas bien se voir, ça, le rouge à mon avis. On verra. Tu penses? From Saint-Quentin, on est d'accord? Monsieur Rudy Gobert. Ouais. Si, on est d'accord, bien évidemment. Bleu, blanc, rouge. Elle est magnifique, ta tablette. Franchement, s'il lui file pas... Cocorico. Ça va me saouler, moi, perso. Non, clairement. Il pourrait y avoir juste cette histoire de match joué, mais sinon, c'est tellement Rudy Gobert. Fallait pas le mettre dans le trio, dans ce C'est ça. S'il est pas éligible... Il doit pas être dans le trio. Quinn Snyder l'a dit d'ailleurs. À partir du moment où il est dans le trio, c'est pour lui. C'est ça. Quinn Snyder l'a dit pendant les playoffs. Il a dit non mais c'est une blague si vous pensez que Rudy Gobert n'est pas le meilleur défenseur de la NBA. C'est une énorme blague. Moi je suis d'accord. Quand il joue, il n'y a vraiment pas de discussion. Non, il n'y a aucune discussion. C'est clair. Pour moi, vraiment. Bien évidemment, on fait la bise à Rudy qui, petit clin d'œil, fête son anniversaire ce mardi. Donc pas mal la semaine. Oui, c'est vrai. Ça peut être bien comme il faut. Donc le lundi, NBA Award, ouais, tout à fait. Et après l'anniversaire. Bref, on va voir ce que ça va donner. On enchaîne au niveau des trophées. Allez. Est-ce que tu as envie de parler de progression de l'année? Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti pour la meilleure progression de l'année. Les meilleures progressions de l'année. Le MIP. Exactement. Most Improved Player. Qui va prendre la place de monsieur Giannis Antetokounmpo en souhaitant la même suite pour eux que pour le Freak, voilà. Qui était récompensé pour les premiers NBA Awards. Trophée qui porte un peu la poisse habituellement. À certains. Ça arrive, hein. Pas à tous, hein, mais à certains. Il y a des gars qui ont réussi, Paul George notamment, qui l'a eu. Giannis, normalement, ça devrait le faire. Boris s'en est pas trop mal sorti. Boris s'en est bien sorti. Il y en a d'autres. Ça a été un peu plus compliqué. C'est Gilbert Arenas, c'est Bobby Simmons. Ellis, non? C'est du Monta peut-être, oui, tout à fait. Eu, ça, oui, c'est genre. Attention sur les. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est bon. Ouais. On est bon, c'était juste le réveil pour être sûr que je sois là pour l'NBA Awards. Donc du coup on est bien sûr un trophée qui, quand même, on regarde dans l'histoire, il y a des gars qui sont récompensés et qui après deviennent des vrais All-Stars, et il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué, où c'est juste le contexte qui fait qu'ils ont été bons. Alors qu'est-ce qu'on a comme nominé? Nous avons monsieur Victor Oladipo des Indiana Pacers, nous avons monsieur Clint Capella des Houston Rockets, et nous avons enfin monsieur Spencer Dinwiddie, tout à fait. Dinwiddie. Alors, avec ce award, évidemment, on va s'en occuper, Alex. Des Nets, tout à fait, Brooklyn. Avec ce award, Alex, c'est celui où il y a le moins de discussion. Il n'y en a pas. Je te laisse parler du favori. Bah, Victor Oladipo, il est plus que favori. Est-ce que c'est un unanime? Franchement, ça peut. C'est possible. Je serais pas étonné. Je dirais, à part le journaliste texan, peut-être, qui va... Ou New-Yorkais. Tu vois, ou New-Yorkais. C'est Spencer Dinwiddie. C'est les journalistes, oui, c'est ça. C'est les journalistes qui votent ça. Il y a du journaliste, il y a un pôle de journalistes et d'influenceurs. Bon, voilà. Bref, Victor Oladipo, transféré l'été dernier avec Domantas Sabonis depuis le Thunder jusqu'aux Pacers en échange de Paul George. Incroyable. Sortait d'une saison à quoi? 15 points? À 18 points. Ok, si 18 points. La progression numérique n'est pas énorme. Non, mais c'est tout le reste. Leadership. Est devenu All-Star. Les playoffs, la surprise. Pour moi, est devenu All-Star. Pour moi, ça règle le cas déjà. Oui. Est devenu All-Star, pas en bout de chaîne.
Pas genre. Et pas je m'arrête de jouer en février. Hein. Quand on a fait les qui pourrait être All-Star là en janvier, là, il y avait Oladipo dedans, genre ça a surpris personne. Bien sûr. C'est pas une blessure qui a fait qu'il est. Non, il est All-Star. Et une fois qu'il a eu l'étoile, il s'est pas freiné comme on a vu certains le faire. Il a été le leader de Pacers ultra surprenant du début à la fin de la saison. Bien sûr. Qui ont fini, si je dis pas de conneries, 5e de l'Est. C'est ça, puisqu'ils sont face aux Cavs. Voilà, alors qu'on les attendait 23e. Hein, voilà. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Avec un effectif autour de lui qui a hyper bien fonctionné. Mais enfin, c'est au mieux des role players. Je veux dire, Bojan Bogdanovic, Darren Collison, Tadeusz Young, Miles Turner, tout ça, c'est voilà. Donc il a vraiment step up. Joueur le plus important de sa franchise. Il a assumé. Il a été clutch. Il a produit des gros stats parce que pour le coup, il a combien à 23 points. Il a 24 points, 84 passes, c'est même 5-5, j'ai envie de dire. La défense, bien sûr, la défense. Non. Money time et défense et leadership, c'est ça qui fait la grosse différence. Magnifique saison de monsieur Victor Toto Oladipo. Il n'y a aucun point rouge sur le dossier. De discussion. Il n'y a pas de point rouge sur le dossier. C'est un des rares dossiers parmi les awards où il n'y a pas le moindre point rouge. Tu peux dire, t'aurais aimé que les Pacers soient premiers de l'Est, mais malheureusement, mon gars, c'était un peu compliqué. On va parler des deux autres, mais lui, s'il l'a pas, Oladipo, franchement, alors là. Je m'occupe justement de la connexion suisse. Monsieur Clint Capella, à qui on fait la bise évidemment, magnifique saison, la progression numérique n'est pas énorme puisqu'il était déjà à 11 points, 8 rebonds et qu'il est à 13 points et 11 rebonds à peu près de moyenne, mais le script, les Rockets qui deviennent vraiment la meilleure équipe de NBA en saison régulière, l'importance de Capella avec Mike D'Antoni qui est le premier à dire si on fait cette saison-là, alors certes il y a l'intégration de Chris Paul et certes il y a Harden qui est fou, mais le step-up de Capella est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un an on en parlait comme un potentiel pivot important NBA. Aujourd'hui, c'est un pivot important NBA. C'est un pivot qui vaut le max. Enfin, en tout cas, qui cet été peut aller chercher un pactole. Exactement. Et personne ne va gueuler. Et voilà. Si demain, les Rockets foutent le max sur 4 ans ou 5 ans, sur Clint Capella, Harden, il va être comme ça. Hein. Personne ne va rien dire. Mais certainement pas ses coéquipiers, mais même dans les observateurs, les fans, ce que tu veux. C'est énorme. C'est énorme. Donc là. Et les playoffs qui vont bien avec, évidemment. Ils vont grave avec. Donc, les playoffs de Capella. Évidemment, ça prend pas en compte dans la NBA Awards, mais il est dans ces discussions, il est dans le trio de fin. Juste un tout petit clin d'œil, évidemment, à l'ami Kristaps Porzingis, qui aurait dû être dans la discussion quand même après le début de saison. La discussion, oui, mais il peut pas être dans le trio. Bien sûr, mais c'est lui qui tenait vraiment la tête à Toto Oladipo les 2 premiers mois. C'est ça. Là, malheureusement pour lui, c'est la blessure qui le fout dedans. Mais on lui fait évidemment la bise. Il y avait d'autres copains comme ça qui avaient évolué. On était obligé de parler de lui. Le troisième, c'est Spencer Dinwiddie. Non, c'est vrai qu'il a fait une belle saison. Bon, il complète le trio. C'est vrai qu'il y a eu du progrès. C'est clair que Spencer Dinwiddie, entre la blessure de Jeremy Lin, les soucis physiques de D'Angelo Russell, l'autre, et puis ses concurrents après, c'est des mecs dont on connaît même pas les noms. Puis le besoin de ball handling de Brooklyn. C'est ce que je dis, voilà, les autres ball handlers, c'est qui? Ah bah non, Caris Levert et Isaiah Whitehead. Ronda et Hollis. Non, bien sûr. C'est tête blanche, Isaiah Whitehead, c'est tout. Whitehead, il tient pas la balle. Bien sûr. Arrête. C'est pour ça qu'il avait toutes les responsabilités pour lui, Spencer Dinwiddie. Quand il dribble Whitehead. Bien sûr. Bref, Spencer Dinwiddie, et il a ce profil un petit peu, pas hyper classique, c'est-à-dire qu'il est grand pour un meneur, il fait 1m96, 18 bien sûr. Longiligne à la Livingston, bien sûr. bon ball handler. Clutch, bon scoreur, pas peur, a tenté sa chance, bon joueur de système. Kenny Atkinson a dit plein de fois de lui que c'était vraiment bien d'avoir ce mec-là avec la balle en main parce que il sent les systèmes, le coach a pas besoin de tout annoncer, il fait les bonnes variations au moment où il faut. Joueur très intelligent et membre de la NBA. Donc en gros, c'est vraiment un joueur qui a step up. Bien sûr. Du coup, il y a quand même un step up statistique aussi, forcément. Parce il a quasiment doublé. Il a doublé, mais il a doublé son temps de jeu aussi. Donc forcément, en fait, voilà, il a doublé son temps de jeu, il a doublé ses stats. Voilà. Il est dans le trio. Dans les bémols, lui, ça gagne pas beaucoup de matchs déjà. Et puis la production numérique. Et puis le MIP, c'est pas souvent un truc quand même qu'on file à des joueurs un peu où quand même collectivement la saison est un peu correcte ou pas? Si, bien sûr. Il me semble, traditionnellement. Bien sûr, la plupart du temps, c'est ce qu'on a. C'est pour ça que je parle du bilan, parce que le bilan des Nets. Ce qui est intéressant avec le dossier de Dinwiddie, c'est le côté, on ne savait pas trop s'il avait sa place en NBA. Cette saison montre qu'il a sa place vraiment. Donc, il y a des franchises qui vont se mettre dessus, et c'est une assez belle story. Je pense par contre qu'on est d'accord au niveau du vote. Au niveau du vote, c'est Toto. On va le noter quand même. Ouais, on va le noter. C'est Toto, on l'a dit de toute façon. Magnifique saison qui a bien fermé des bouches. C'est le joueur qui a le plus fermé de bouche, notamment la nôtre. On avait taclé les Pacers, monsieur Victor Oladipo, et la meilleure progression de l'année. Il prend la suite du Freak et il était All-Star à ses côtés. Superbe. Super. Attention à confirmer. Parce que là, maintenant, il y a des gens qui vont l'attendre. Il a attendu au tournant. Et puis,
c'est sa dernière année de contrat là qui commence. Et la dernière année de contrat, non, il a rempli l'année dernière avec le Thunder pour plusieurs années. Donc du coup, il est peinard. Il est peinard. Ouais, il est peinard. Mais je dirais c'est qu'il va y avoir, il va y avoir en fait une vraie cible mise sur Toto Oladipo. On va vérifier ça normalement avec lui. Une cible. 2, on va voir comment les Pacers vont l'entourer et ce qu'il va pouvoir en faire. Parce qu'imagine les Pacers. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire pendant l'été. Mais imagine les Pacers ne l'entourent pas tellement mieux. Oui. Ça va pas être si facile de l'entourer tellement mieux. C'est sûr. Ils vont essayer. Ils l'entourent pas tellement mieux. Autour, ça progresse un peu les équipes à l'Est. Et Indiana fait moins bien. Attention, c'est clair. Le soufflet peut vite retomber. Dans tous les cas, on lui fait la bise au meilleur chanteur de la NBA, Toto Oladipo. Du coup, on va devoir enchaîner, Alex, avec un autre award. Allez. Les gens sont chauds, on va s'occuper des meilleurs 6e hommes de l'année. Allez, cool. De retour après cette petite pause publicitaire pour les NBA Awards, n'est-ce pas? On espère que vous êtes bien installés. Exactement, on est là, on est beau, on a déjà fait 3 petits awards, on va s'occuper des 3 autres. Et cette fois, ce sont les remplaçants, les 6e hommes. Ils ont été beaux, ils ont été grands, ils ont été productifs. Grands, plutôt petits cette année, tout à fait. Mais on a 3 magnifiques dossiers, 3 assez bons snipers. Lou Williams, Eric Gordon, tenant du titre, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et monsieur FVV, Fred VanVleet de Toronto, tout à fait. On va devoir s'occuper de lui. Exactement, le DJ néerlandais. Ça fait nom de DJ néerlandais, bien sûr, d'accord. Gros DJ néerlandais. Ça fait nom de grand blond, tu sais, qui est en débardeur. Bien sûr, ou de porcelaine hollandaise, exactement. Donc du coup, on va devoir s'occuper de ces 3 dossiers. Tu le mentionnais, Eric Gordon qui est le tenant du titre. Je vais te laisser en parler justement en premier. Eric Gordon, est-ce qu'il peut faire le back-to-back? Il peut en soi. Ouais, il peut. Hein. Il y a les stats. En tout cas, il y a les stats. Il y a l'apport. Il fait des meilleurs stats d'ailleurs que l'année dernière. Oui, mais moins bon pourcentage au tir, je crois. Oui. Mais plus de points, on va dire. Il y a l'apport. Il y a un nouveau rôle qu'il a découvert et auquel il s'est adapté dans le sens où il était déjà 6e homme. Mais là, il est 6e homme derrière Chris Paul et James Harden. Donc, il a beaucoup joué ou avec Chris Paul ou avec James Harden. Ce qui est nouveau pour lui. Bien sûr. Mais il a su s'adapter, c'est-à-dire que l'année dernière, il a été 6e homme en ayant beaucoup la balle en main en sortie de banc. Bien sûr. Ce qu'il a fait également cette année, mais cette année, il a beaucoup aussi montré qu'il a beaucoup plus catch and shoot, beaucoup plus drive, beaucoup plus joué autour du pick and roll, un pick and roll géré par Harden Capella ou par Chris Paul Capella. Et il a su faire, et j'ai bien aimé ses efforts défensifs aussi. Oui. Donc oui, Eric Gordon vrai au dossier. Peut faire le back-to-back de 6e homme. Pas du tout un scandale, il va recevoir des votes. Un scandale, tout à fait. C'est sûr, il va recevoir. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est normal. Pour continuer sur son dossier, évidemment, Houston, meilleur bilan de la ligue, donc ça joue aussi dans son sens, parce que ça veut dire que t'as pas fait ça juste une année, tu fais ça une deuxième année. Houston a une bien meilleure défense que l'année dernière. C'est ça, et d'ailleurs, attaque, tu vois, et on oublie le nombre de matchs loupés par Chris Paul. Qui c'est qui a step up? C'est Bibi. Oui. Parce que les matchs où il y avait des tirs au buzzer à les mettre, notamment en début de saison, quand Chris Paul n'était pas là, c'était Eric Gordon à Philadelphie. Oui. Il y a eu plusieurs fois où il a été clutch aux côtés de James Harden. Il a ce côté vraiment très 6e homme pur, où quand Chris Paul est revenu, pas de soucis les gars, je retourne sur le banc. Quand il est pas là, je vais mettre la tannée à beaucoup d'équipes. Magnifique dossier, monsieur Eric Gordon. Lou Williams, on y vient. Lou Williams, tiens, un autre magnifique dossier. Le polygame, magnifique, qui a d'ailleurs prolongé aux Clippers, ça en janvier, en scred total. Bah si. Ah oui, c'est un polygame. Tout à fait, monsieur Lou Williams. Polygame, exactement. Ouais. D'ailleurs, qui a mis pas mal de polygame à la plupart des équipes de la ligue. Il a déjà été 6e homme de l'année, il avait été avec les Raptors par le passé. Et cette fois, il a le profil type lui aussi. C'est quand même le grand favori pour ce trophée. On en parlait comme on en parlait avec Oladipo, parce que dans cette discussion, il était quasi All-Star. Ouais, mais titulaire, il a été titulaire. Il a été titulaire plusieurs fois, mais ça reste quand même un 6e homme. C'est un 6e homme certes très administratif, c'est-à-dire qu'on attendait que le match commence et on faisait jouer Lou Williams. Mais quand par la suite, dans la saison, il y a eu l'intégration de Avery Bradley, Tobias Harris, etc., il est resté 6e homme et il a fait ses matchs, ça allait donc. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu un 6e homme qui met 22 points de moyenne? C'est quand même énorme. Quasi All-Star en tant que 6e homme, je veux dire, c'est quand même un truc qui est absolument fou. Toi, ça te dérange un peu? Non, ça me dérange pas un peu, c'est que ça me dérange même plus qu'un peu, c'est-à-dire dans le sens où quand on a parlé de lui en tant que All-Star, c'est au pile poil quasiment au moment où il fait la très bonne série en tant que starter, quand il y a une avalanche de blessures et tout. Et après, il retrouve son rôle de 6e homme. Ça s'est un peu calmé en fin de saison, les stats et tout. C'est pas
Mais c'est un vrai excellent sixième homme. C'est de la dynamite en sortie de banc, c'est du scoring. Dans le jeu, il a vraiment ce rôle-là. Il crée aussi. Hein. Oui. On sous-estime beaucoup bien sûr. tout ce que crée Lou Williams. Ouais. Par contre, bon, défensivement, voilà, il y a personne. Non, personne. Hein, que ce soit sur les meneurs ou sur les arrières, il y a personne. Oui. Et puis, à sa décharge aussi, parce que là c'était un bémol, mais à sa décharge là-dessus, c'est que pas toujours été vachement aidé non plus par et les blessures et les systèmes mis en place ou les coéquipiers qu'il avait autour de lui aux Clippers. Mais excellent dossier. Un scoreur pareil en sortie de banc, c'est de l'or en barre pour n'importe quel coach. Oui. Il serait en playoff que ce serait unanime. Mais bon, les Clippers n'y sont pas, donc ça peut jouer un petit peu dans la tête des votants. Ouais. Et alors notre troisième client. Le troisième, Fred VanVleet. C'est archi. Alors pour ceux que ça surprend, moi je trouve ça tout à fait mérité qu'il se retrouve dans ce trio. C'est mérité qu'il soit dans la discussion. Après il y avait d'autres gars à mettre potentiellement. J'aurais peut-être mis d'autres gars. Mais alors dis-moi quel autre gars. Marcus Smart. Tu aurais mis genre obligatoirement devant Fred VanVleet. Marcus Smart. Clairement. Ou Terry Rozier, ce que tu veux, mais un des deux backups de Boston. Marcus Smart méritait pour moi vraiment dans la discussion. Combien de fois il était tout le temps remplaçant, lui, ouais, forcément. Il a été beaucoup remplaçant quand même. Il y a eu quelques matchs de blessés, mais j'aurais mis Marcus Smart. Après, évidemment, il a changé de franchise, mais Dwayne Wade fait une saison de sixième homme absolument. Oh, c'est derrière Fred VanVleet, c'est derrière Kelly Oubre et Marcus Smart en sixième. Oui, tu peux, tout à fait, mais je trouve qu'elle est assez sous-estimée. Mais j'aurais mis Marcus Smart. J'aurais mis Marcus Smart, je pense. Moi, je veux bien. J'ai bien aimé aussi la saison de Kelly Oubre en sortie de banc. J'ai moins aimé la saison de Washington. Mais la saison de Kelly Oubre en sortie de banc, c'est pas mal non plus. Bien sûr. Après, Fred VanVleet, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il était le patron, entre guillemets, enfin le meneur de jeu, le patron du second unit. Le meneur de jeu, le patron, le mec qui tenait la balle de ce qui était vraisemblablement la meilleure ou au moins l'une des meilleures secondes units de la ligue en régulière. Oui, bien sûr, on peut le dire. Incroyable. Bien sûr, cette seconde unit de Toronto là, incroyable, avec Dylan Wright, avec Pascal Siakam, il y a qui bien sûr, Pluttle. Enfin voilà. Et VanVleet, il a mis des gros tirs. Il a été très propre à 3 points. Il a été propre à la création. Utilisé dans le money time par Dwayne Casey parfois. Exactement, il a fini des matchs, ce qui est la preuve d'un bon sixième homme. C'est-à-dire que Dwayne Casey n'a pas hésité à jouer petit, genre Laurie, VanVleet, DeRozan sur les extérieurs. Les mini-moy. Mais il est assez costaud, il est bien tanké, il a fait du boulot en défense. Hein. Non, moi j'ai bien aimé la saison de Fred VanVleet et je suis pas choqué de le retrouver dans ce trio. Oui, non, bien sûr. Ce qui joue contre lui, évidemment, par rapport aux deux autres, c'est sa production statistique. Hein, c'est-à-dire qu'il est même pas à 10 points et 4 passes de moyenne. Il y a quelques percées, genre VanVleet, quand il met 14 points, c'est un gros match. On est genre, wow, VanVleet a 14. Moi, je t'aurais mis Marcus Smart vraiment dans ce trio qui, je trouve, aurait plus d'ailleurs tenu la conversation avec les deux copains, plus que Terry Rozier d'ailleurs. Moi, je trouve qu'aucun mec ne tenait la conversation en fait avec Gordon et Lou Williams pour moi. Oui, voilà, pour les deux sont au-dessus. Non, on est d'accord. Donc c'est pour ça que je suis un peu moins dérangé. Bien sûr. On va voter ? Allez. C'est l'heure de voter, messieurs, dames. Pour qui allez-vous voter cette saison ? Est-ce que les fans des Rockets vont être capables d'être objectifs ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'ils vont nous mettre un petit copain de Los Angeles? Alex, pour qui tu as voté? Monsieur Eric Gordon. Je t'ai mis Monsieur Lou Williams. D'accord, très bien. Moi je mets Eric Gordon. Lou Will. On a fait les 6e hommes all-time notamment, je crois, et les mecs qui mettent 20 points de moyenne sur une saison comme ça, c'est trop fort. Ouais, d'accord, je comprends. Mais moi en 6e homme, je préfère la saison d'Eric Gordon, moi. Il a été beaucoup titulaire, Eric Gordon. Ouais, tout à fait. Comme Lou Will en fait. Je crois que ça se bat à peu près. Il a épongé les blessures, si j'ose dire, puisqu'ils n'ont pas tellement d'autres rotations en fait qu'Eric Gordon à l'arrière. Mais des deux côtés du terrain, création, le bilan Houston. Je veux dire, si Houston n'a jamais baissé de rythme dans cette saison, c'est parce qu'ils ont rajouté Chris Paul aux côtés de James Harden, donc ça te permet de toujours avoir un créateur. C'est aussi parce que Eric Gordon, moi je l'ai trouvé limite meilleur que l'année dernière. Hein. Ah, tu peux tout à fait argumenter ça. Moi je te dis juste le côté back-to-back, c'est pas trop ma cam, j'aime bien changer un petit peu de... Il a déjà eu un Lou Williams, hein, mais je prendrai le copain des Clippers. Dites-nous qui vous avez, parce que nous on va devoir, une fois qu'on a regardé aussi votre vote, on va devoir enchaîner. Alex, attention, il nous reste 2 énormes trophées. Est-ce que tu as envie de parler de stratégie? Allez, c'est parti. C'est l'heure des coachs de l'année. Coach de l'année. 3 nominés, magnifiques. 3 magnifiques nominés. Qui va prendre la place de Mike D'Antoni, qui n'est pas dans le trio. Et non, qui n'est pas dans le trio. Malgré 65 wins, la meilleure saison de l'histoire des Rockets, une attaque de folie et une défense dans le top 10. C'est pareil, ça. Pour les coachs, ça me choque moins que Monsieur Brett Brown.
Voilà, notamment. Et c'est là que j'allais dire. Incroyable bataille cette saison. Exactement. C'est tendu. À mon avis, ça peut pousser la NBA à se dire, oh, on en fait 4. Quand même, ouvrez à 4, s'il vous plaît, la NBA. Ouvrez à 4 candidats, quoi. Tu vois, ça change personne. Mike D'Antoni, après, il l'a eu l'année dernière, mais avec la saison que fait Houston, le trouver dans le trio, ça n'aurait pas non plus été un scandale. Ça n'aurait pas été un scandale, clairement tout à fait. 65, oui, une meilleure attaque, top 10 défense, enfin, à un moment donné, voilà. De toute façon, les 3 là dont on va parler méritent tellement leur place. Brett Brown. Et Brett Brown était vraiment, pour moi, il était limite dans le trio de fin. Mais c'était trop dur d'enlever quelqu'un. Donc quand on voit la saison des Sixers... Non, tu peux pas parler. On va y venir. Ok, d'accord. Mais moi, j'enlève. Hein. Ok, d'accord. Moi, je pense que je mets Brett Brown dans mon trio. Je sais pas comment je me débrouille, mais je mets Brett Brown. Ok, très bien. Et ben justement, on va parler des 3 coachs qui sont candidats pour ce titre de coach de l'année. Un magnifique trophée quand même. En plus, il y a d'autres entraîneurs qui ont fait des belles saisons aussi. Hein. Mais là, on va se pencher un petit peu. Je te laisse défendre l'ami donc de... Si tu veux. Dwayne Casey. Allez, Dwayne Casey. De Toronto, Dwayne Casey. C'est lui qui a le meilleur bilan. Des trois mecs cités. T'as un meilleur bilan que les Warriors, t'es deuxième derrière Houston. Ah non, mais complètement. Belle attaque, bonne défense. Une des seules équipes dans le top 5 si ce n'est la seule, dans le top 5 défensif et offensif. Je pense que c'est la seule. Excellente gestion du groupe et des joueurs. C'est-à-dire développement des joueurs. Responsabilisation des jeunes. C'est un truc que Dwayne Casey a toujours fait, mais là, cette année, ça s'est vraiment vu. Clair. Responsabilisation des jeunes, rotation plutôt bien équilibrée. On parlait de la seconde unit de Toronto, mais il a aussi bien joué les moments où il faut panacher, les moments où il faut qu'il y ait DeRozan et Serge Ibaka sur le terrain, entouré de mecs de la seconde unit, tu vois, où il y a Kyle Lowry et Jonas Valanciunas, et il y a des mecs, enfin tu vois, il a bien panaché ça, donc j'ai assez bien aimé sa gestion de l'effectif, ses rotations, sa façon de distribuer les minutes, et ce côté, genre les mecs ont été motivés du premier au dernier jour. Oui. Donc ça, c'est du très bon boulot de coach. Le petit bémol sur Dwayne Casey, tactiquement, on est toujours un peu sur notre fin, quoi. Tactiquement, on est un peu sur notre fin. Il s'est bien ajusté quand même cette saison. Il essaye et tout, mais enfin, tactiquement, en gros, quand DeRozan n'est pas en forme, c'est quand même la merde à Toronto. Ça a été un peu la merde, on l'a vu par la suite. Il est nommé, avant de se faire virer, je crois qu'il est nommé, ou juste après, il est nommé un coach de l'année. Limite, c'est un bémol. Bien sûr, mais il est nommé coach de l'année, si je dis pas de bêtises, par les coachs. Par ses pairs. Par ses pairs, quand même. Donc, je veux dire, on peut parler, nous, ici, sur le pouf, mais quand les mecs, la plupart, quand même, dont on parle, disent que Dwayne Casey a fait une grosse saison, il fait une énorme saison. Il est dans le trio, c'est pas du tout un scandale qu'il soit là. Maintenant, t'as rencontré le Bronto. Après, t'as les playoffs, mais les playoffs, normalement, on doit pas le juger là-dessus, donc on ne juge pas là-dessus. Mais en régulière, il y a eu beaucoup de bons moments, il y a eu une belle régularité, une belle gestion d'effectifs, une excellente seconde unit. Voilà, numéro 1 de l'Est. Il mérite sa présence dans le trio de tête. On va s'occuper des 2 autres, Quinn Snyder, Brad Stevens. Justement, je m'occupe du copain de Boston. Bah dis donc, excuse-moi. Je sais pas, il se fait un petit coup de kiff le téléphone. Tu peux pas l'éteindre Tu peux pas l'éteindre? Si, je vais l'éteindre tout de suite. Mais donc Brad Stevens, le copain Brad Stevens, qui a fait quand même une saison... Pour moi, c'est le favori. On va en parler par la suite, mais il a quand même ce côté très favori avec ce qu'il a réussi à faire à Boston. Le mec, dès la 5e minute... hyper Gordon Hayward, on a vu le nombre de matchs qu'il a dû faire sans Kyrie Irving. Enfin, je veux dire, c'était absolument fou ce qui a été capable en termes d'ajustement. Développement de Jason Tatum, responsabilisation de Jaylen Brown, Terry Rozier, Marcus Smart. En fait, tout ce que touche Brad Stevens se transforme en or. C'était impossible, avec le scénario qu'on connaît maintenant, d'imaginer qu'il aurait pu être deuxième à l'Est. C'est fabuleux, 54 victoires. Et en plus, pareil, hein, on ne connaît pas la suite sur les playoffs, puisqu'on n'en parle pas pendant les NBA Awards, mais... la saison globale de Brad Stevens, c'est héroïque. Ouais, puis l'année dernière, elle était même pas dans le trio, tu vois, Et il était pas dans le trio, donc là, il est dans le trio. La NBA va se rattraper, je pense. Archi mérité. Ouais. Il finit deuxième de l'Est, 54 wins, c'est beaucoup, comme tu l'as dit, quand on voit le premier match où il y a Hayward qui se fait la jambe directe. Ses rotations sont ciselées. Lui, tactiquement, il n'y a pas de bémol. Hein. Là, il n'y a pas de bémol, c'est même plutôt un point fort. C'est impressionnant. C'est magnifique. Les sorties de temps mort. Les systèmes d'une manière générale, les systèmes de fin de match, les systèmes défensifs aussi, les rotations, les choix qu'il fait, les joueurs, enfin... Je vais mettre Semi Ojeleye sur LeBron.
Et puis meneur d'homme, hein, bien parce sûr. que quand il y a eu un petit coup de mou en milieu de saison où Boston a commencé à piquer du nez un peu, on se disait tiens, Cleveland va peut-être leur revenir dessus, tout ça. Oui. À mon cul, derrière. Le nombre d'équipes qui auraient pu sombrer après la fracture, après le trauma de Gordon Hayward, c'est trop fort. Et après, non, mais moi je parlais plus de là vers février, là, quand il y a un petit trou, un peu là, après le All-Star Game et tout, tu sais, ça va un peu moins bien, Kyrie Irving a un petit coup de mou, tout ça. Ça relance la machine, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, non. Brad Stevens qui est favori, on va en parler. Mais avant ça, on a quand même un troisième petit larron. Il s'appelle Quinn Snyder. Il a été énorme avec le Jazz. Alex, tu peux en parler un petit peu? Magnifique coach, tacticien. Alors lui aussi, c'est pareil. Ça rigole pas des masses. Là, on est dans de la tactique militaire. Hein. C'est magnifique. C'est-à-dire la façon dont le Jazz est géré au quotidien. Brad Stevens, il y a un côté virtuose. Et Quinn Snyder, il y a un côté général en chef des armées, là. C'est un truc très... Je veux dire, un peu virtuose aussi. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a un côté virtuose, mais Brad Stevens, je sais pas comment dire, quand tu regardes le Jazz jouer et quand tu regardes... c'est parce qu'il a une gueule de vilain dans James Bond. Déjà, il a une gueule de vilain, il a une gueule d'officier allemand dans un film américain, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mais c'est pas ça, c'est plus le côté genre... Je me suis... Genre, devant les Celtics, je me suis plus souvent fait surprendre par Brad Stevens en disant bien joué, l'enfoiré, j'avais pas vu venir, tu vois. Genre un petit système, une sortie de temps mort, une fin de match. Brad Stevens, c'est Quinn Snyder, pardon, c'est plus la globalité de quand tu regardes le Jazz, tu fais putain, c'est tellement bien géré. Parce que là, c'est pareil. Il y a pas un pet de travers, c'est à l'allemande. Et puis, non, Joe Ingles, on l'adore. Mais genre, il n'y a pas tant d'équipes que ça, il n'y a pas tant de coachs que ça qui peuvent faire un titulaire à ce niveau-là. Hein. Bien sûr. Tout de suite avoir le nez de dire oh bah dis donc le petit Donovan Mitchell, tiens allez, titulaire. Oser. La renaissance de Ricky Rubio. Ricky Rubio, t'as vu cette saison? De toute façon, bien sûr, oser titulariser Donovan Mitchell devant Rodney Hood, dont on parlait depuis quelques mois en tant que potentiel leader offensif du Jazz, et voir la saison qu'ils font, what? Et oser en faire ton leader offensif comme ça, genre bam, et que le groupe, genre ça a pas moufté, personne n'a moufté. La renaissance, tu parlais de Rubio. Ça veut dire qu'il y a une main de fer sur le groupe. Tout à fait, tu parlais de la renaissance de Rubio, la renaissance de Derek Favors, qui était limite proche du décès, excuse-moi, hein, mais en avril dernier. On avait vu un peu en playoff, on était là genre what? Et là maintenant. Et puis il y a ce côté mental où voilà, le Jazz ça lâche jamais, ça se transpire sur le terrain. Voilà, Quinn Snyder c'est un meneur d'hommes. Intégration parfaite. Un tacticien. Jay Crowder, il a envie de remplir les développeur de jeunes. Il y a une grande rigueur dans cette équipe. Très fort. Voilà, très fort. Excellent, magnifique. Les trois dossiers sont énormes, vraiment. Facile, les trois dossiers ne sont pas faciles et justement parce que c'est pas facile, on va devoir trancher. Alex, pour qui allons-nous voter? Pour qui allez-vous voter? Est-ce que ce sera Monsieur Dwayne Casey? Est-ce que ce sera Brad Stevens? Est-ce que ce sera Quinn Snyder? Alex, ton vote va pour Monsieur Brad Stevens. Nous sommes d'accord. La puissance verte, enfin respectée, notamment l'année dernière, comme tu le disais, il n'était pas dans le trio de tête. C'est pour Brad, point barre. Pas dans le trio de tête l'année dernière. C'est pour Brad Stevens. Cette année, honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour le boulot de Dwayne Casey, le boulot de Quinn Snyder, le boulot de Brett Brown, le boulot de qui on a cité de Mike D'Antoni, voilà. Il n'y a rien à dire, rien à faire. Mais même Nate McMillan, il y a plein de gars dont on va pas parler. Très bon boulot aussi. Mais il n'y a rien à dire. Brad Stevens, ce qu'il a fait là. Je pense qu'on se souviendra longtemps de la saison. C'est un cas unique. On se souviendra longtemps de cette saison. Ton joueur le plus cher, possiblement ton meilleur joueur, qui se pète la jambe au bout de 5 minutes de saison. Oui. Normalement. Franchement, Boston, ils en auraient gagné 40, on aurait fait, ils se sont battus, c'est bien et tout, tu vois. La bataille pour le 8ème seed. Ils en ont 54. Non, c'est sûr. 54 avec la meilleure défense. Non. Il n'y a rien à dire. Et une attaque, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Oui. Et c'était plutôt bien. Bien sûr. Et d'ailleurs, on reste souvent axé sur octobre. Mais si on regarde par le passé aussi, Brad Stevens était un des coachs qui avait le plus de changements dans son propre effectif. Il y avait Isaiah, il y avait Avery Bradley. Il a tout changé. Marcus Morris, vas-y. Marcus Morris, on dirait que ça fait 5 ans qu'il joue à Boston. C'est terrible. Tu lui enlèves 7 joueurs, tu lui en remets 7 nouveaux. T'as l'impression que les mecs ont tous joué à Boston. Puis le développement de Jalen Brown, voilà. Le Puis Jason Tatum, tiens, on va donner des ISO en fin de match. Quel coach est culotté comme ça? En même temps, Jason Tatum, il paraît que ça se voit tellement fort à l'entraînement que n'importe quel coach aurait filé les balles en fin de match. Peut-être, il paraît. Jason Tatum, le mec, quand il est arrivé, il a touché 3 ballons, les mecs ont fait ah oui, d'accord. Ah ouais, merde. Ah mince. On a une situation à l'aile. Quel âge? Ouais. T'as 19 ans. On va peut-être te mettre titulaire. Et c'est aussi quand même rassurant. On va voir, on touche du bois pour que Brad Stevens puisse repartir avec le trophée. C'est beau, en tout cas moi ça me rassure que Brad Stevens en NBA coach ait été au moins une fois coach de l'année. Ça a du sens quoi, tu vois. C'est obligatoire. Et moi je peux vous le dire, hein, ça sera pas son premier, ça sera pas le seul. Peut-être, on va voir. Ça sera pas le seul. En tout cas, comme ça, il est jeune, hein. Oui, dans tous les cas, bravo à Brad Stevens. Il faudra confirmer, faire encore mieux la saison prochaine. Hein. Cette fois, il sera encore plus attendu. Je crois qu'Alex, on va devoir terminer avec le plus grand des trophées.
Le plus attendu, le Most Valuable Player. T'es prêt? Allez, c'est l'heure du MVP. Le MVP. On remet un peu la cravate. On remet ça bien comme il faut. On est propre. C'est l'heure du MVP. Donc on se met là vraiment sur 131. On arrête de larguer des caisses et de prendre des snacks. 3 candidats, 3 barbus. 3 magnifiques candidats. 5 sourcils. Oui, un cyborg, un esthéticien, un Iroquois tout à fait, et un barbu cuisinier. On va devoir en parler de ces joueurs. James Harden, LeBron James, Anthony Davis. Énorme saison de la part des 3. Il y a quand même d'autres copains dont on peut parler aussi sur leur régulière rapidement, mais ils sont quand même un cran en dessous. Damian Lillard. Ouais, c'est en dessous sur la régulière, quand même. Russell Westbrook. Avant qu'il se blesse. Marcus Cousins, Russell Westbrook, KD. KD il fait une grosse saison aussi, mine de rien, ça taquine aussi le top 3. On n'en parle jamais de toute façon. On n'en parle jamais de toute façon de KD, c'est un il est en serpent. 26-7-7 26-6-6 ou un truc comme ça. Ouais, mais 26-7-4. Ouais, mais ils ont que 56 victoires. Ouais. Puis il est même pas en 50-40-90 cette année. Il exagère. C'est un tricheur. Non, mais clair, c'est un tricheur. On a 3 candidats. Monsieur James Harden, gros candidats. Monsieur LeBron James et Monsieur Anthony Davis. C'est la grosse bataille évidemment. On sait que le clan des Cavs est en feu. On sait que le clan des Rockets aussi. Celui des Pélicans à ne surtout pas sous-estimer. Un peu moins forcément. Bien sûr. C'est quand même. C'est un gros duel quand même entre James Harden et LeBron James. Oui, parce qu'on va commencer par Anthony Davis. Tu vois, bon, Anthony Davis, statistiquement parlant. Oui. Pas de souci. C'est des stats de MVP cette affaire. C'est défensivement, c'est 28 points, 11 rebonds, 3 passes, 2 contre et 9 interceptions par match. Et tu ramènes les Pélicans en playoff, le script est incroyable, tu perds des Marcus Cousins, c'est beau. Avec ce tweet là, mon pote, on va se battre pour toi et ça va en playoff derrière, ça se bat. S'il y avait un tweet qu'on pouvait certifier dans l'histoire, ce serait celui-là. Leadership, magnifique leadership d'Anthony Davis cette saison. Je rappelle qu'Anthony Davis a 25 ans, voilà, pour ceux qui auraient oublié. Non, c'est vrai qu'il a que 25 ans, Anthony Davis. Donc, offensivement, injouable, et qui a pris ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui lui manque? Allez, un petit peu de passing, allez, un petit peu quand même, allez, vite fait, allez, vite fait. Il lui faudrait le shoot de Curry à 8 mètres. Il lui faudrait le shoot de Curry à 9 mètres pour Anthony Davis. Mais sinon c'est tout. Ouais. Tu fais faute, il a combien au lancer de Kyrie quand même. Ouais, c'est vrai. mais au lancer, il est trop fort. Tu peux pas à 3 points, il a sanctionné. 3 points, ça commence à rentrer. Ça rentre de mieux en mieux à 5-6 mètres. Là, il commence à bien pull-up, il commence à bien l'avoir. Dès que c'est près du cercle, c'est fini. Le mois de février d'Anthony Davis, c'est une mixtape. Je veux dire, il mettait des 40 points, 15 rebonds, et était à genre. Ouais, c'est bien. Oh, il a fait 34-14. Ouais, c'est clair. Okay. Ils ont gagné. Parce qu'il y a ça aussi. Pour la TTFL. Ils ont gagné les matchs comme ça. Bien sûr. La TTFL d'Anthony Davis d'ailleurs. Ah bah, c'est l'un des meilleurs spots de tous les temps. Toi la vache. C'est un spot quoi. Tous les soirs, c'est un spot. Tu regardes pas l'adversaire si tu l'as dispo. C'est ce qui fait que sa saison est exceptionnelle. C'est que tu vois, c'est beau dans le script. Les 2 autres scripts sont beaux. On va en parler. Mais le côté, je mets ma franchise sur mon dos et allez les gars, je vais vous tirer. Et allez, on y va, putain. Et on va aller en playoff. Et on y va. Bon, il y en a un autre qui a mis sa franchise sur son dos. Bien sûr. Vas-y, parle-en. Les 3 autres. Bonbon. Monsieur James, Monsieur le King, Monsieur le Chosen One, Monsieur l'enfant d'Akron. 8 rebonds et 8 passes, c'est 8-9 même. Ouais, 8-9, hein. Donc lui par contre il a pas 25 ans. T'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Moi je propose qu'on fasse une étude laborantine. Il en a 33. Expérience. C'est sa 15e saison. Il est le deuxième joueur avec le plus gros temps de jeu moyen de la ligue. 82 matchs à 38 minutes de moyenne. Chris Middleton, je crois, ou un truc comme ça. 82 matchs à 38 minutes de moyenne, laisse tomber. Des stats affolantes. C'est le meilleur joueur au monde, donc t'es forcément dans la conversation pour le meilleur joueur au monde. Mais genre voilà, zéro débat. Zéro débat. Offensivement, il a été incroyable toute la saison. Il a plutôt bien shooté. Il a été propre en drive. Ouais, bien sûr. La création, les passes de LeBron James, voilà, c'est du bonheur. Oui. Il a joué 3, il a joué 4, il a pas mal joué 5 aussi par moment. Enfin, 4-5 avec des Jeff Green. Il a tout fait, il a même fait coach. Il a tout fait. Il est coach. Oui. Et lui, pour le coup aussi, il a porté des Cavs malades. Donc, oui. Je parle même pas de ses playoffs, je parle que de la régulière. Oui. Tout au long de la régulière, il a porté des Cavs qui jouaient pas si bien que ça, qu'on fait une série à un moment. Il y a eu une série là d'enchaînage de victoires là. Oui. Je sais plus combien il y en a eu là-dedans là. Non, bien sûr, mais ça a été le chaos. C'était en novembre notamment qu'il a fait un peu le run. Après, il y a eu une trade deadline où voilà, on lui a enlevé plein de joueurs. Wade, Isaiah, Crowder, Derrick et tout. Au revoir, bye bye. Voilà. Bon, ok.
Il a continué. Est-ce qu'il a pas fait une de ses meilleures saisons en carrière, en fait, LeBron, là, cette année? Statistiquement, oui. Mais avant de m'occuper du dossier James Harden, puisque je vais m'en occuper personnellement, défensivement, non. Non, défensivement, je suis d'accord. LeBron a été énorme. Il a économisé ses efforts. Voilà. Physiquement, il a été énorme. Statistiquement, il a été énorme. Il met des posters cette saison, LeBron. Genre, on va s'en souvenir longtemps. Non, mais physiquement, il a été incroyable. C'est incroyable. Mais il y a eu, il faut l'avouer aussi, pas mal de. Bon, bah, je me save un petit peu. Ce qui emmène. Je reviens pas trop en défense. Non, bien sûr. Ce qui emmène, en fait, au point négatif de son dossier, c'est le bilan des Cavs. Oui. Tu peux pas aller chercher le copain dont on va parler après quand tu es 4ème de ta conférence Est. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Combien de victoires les Cavs cette année? 47? Un truc 48. comme ça, ouais, mais c'est vraiment trop moyen. Lui est énorme, mais c'est trop moyen autour. Et quand on connaît les critères pour le trophée de MVP, c'est too much. Mais saison incroyable de LeBron, on va s'en souvenir pendant longtemps, que ce soit la régulière ou les playoffs. La régulière, elle est vraiment folle. La prochaine fois qu'on voit un gars dans sa 15e saison qui fait ça, on s'appelle. Sa 15e saison d'affilée. Non, bien sûr. 1100 MVP matchs. All-Star Game, Il a en 1100 plus. matchs dans Parce que les même pattes. le All-Star Game, il le joue à fond. Hein, non, il a 1100 matchs déjà dans les pattes, lui. Il y a 60 000 minutes. Non, c'est énorme. C'est énorme. C'est un truc de ouf. C'est énorme. Mais défense, bilan collectif, vrai bémol. Ouais, et puis le côté aussi, je l'ai déjà eu, par rapport à un copain, James Harden. Qui l'a pas eu. Oh. Et le script est parfait. Ouais. Le script est parfait pour James Harden. Il ne peut rien faire de plus, honnêtement. Il est meilleur scoreur cette année, James C'est Harden. le meilleur score de l'NBA, avec toujours ses 8 passes. Il est quoi, 4, 5e passeur? Avec 8 passes exactement de moyenne. Le meilleur bilan de l'histoire des Rockets. Des perfs en 70-10, genre des triples-doubles qui viennent d'une autre planète. La hype qui va avec. Et le script incroyable. 2e lors de la saison de Westbrook qui était folle. L'année dernière déjà, on était là genre hop hop hop. Il peut le faire, hein. On était là genre il pouvait être MVP l'année dernière. Il aurait pu. Ça dépend des discours. Il y a 3 ans en duel avec Curry. Ça fait plusieurs années que Harden est 2e. Tout est vraiment vers lui. Donc, et ce côté meilleur bilan que les Warriors, c'est trop fort. Pour anticiper ce que vont nous dire certains, le côté valuable du joueur. Stop. Oui, si t'enlèves Cleveland, ça va peut-être même pas. Si t'enlèves Brown de Cleveland, ça va peut-être même pas en playoff. Ouais, peut-être. Vas-y, enlève Harden de Houston. Enlève Harden de Houston. Enlève Harden de Houston. Venez pas me dire que si t'enlèves Harden de Houston, franchement, t'as au moins 15 victoires de moins. Voire peut-être même minimum. Plus, tu vois. C'est le centre, c'est le noyau des Rockets. Il est indéfendable. Il a été indéfendable du début à la fin de la saison. Il a été à la création de manière incroyable. Clutch. Franchement, sur pick and roll, il y a qui est plus fort qu'Harden? Balle en main. Aujourd'hui, en NBA. C'est tout, sauf le copain dont on vient de parler, et encore. Mais encore. Et encore. Franchement, bien sûr. Ça cause, hein. Oui, le seul dossier négatif pour lui, c'est que c'est pas le meilleur joueur au monde. Pour moi, c'est tout. Il est pas le meilleur joueur au monde. Mais bon, ça va. Hein. Mais il en est pas si loin. Mais il est pas Et puis cette année, il est le meilleur joueur de la meilleure équipe de régulière. Et ça, c'est trop fort. Il est le leader de la meilleure attaque. Il est le point central, le noyau, le tout ce que tu veux là, de la meilleure attaque. De l'une des meilleures attaques de l'histoire de la NBA. Intégration de Chris Paul. Non. Si Clint Capella est aussi dans les discussions MIP, c'est que t'as aussi des gars comme Harden qui lui mettent des ballons. L'année dernière, il était en 30-10. Tu lui mets Chris Paul, il est en 31-8. Les gars, stop, je pense qu'on a le temps de voter là. S'il aurait été en 25-7, on aurait dit bah oui, normal, il y a Chris Paul qui arrive. Bah non. 38. Hein. 31-8. Meilleur marqueur de la ligue. Trop fort. Trop fort. C'est l'heure de voter. Barbu. C'est l'heure de voter pour le MVP. Qui va être le MVP selon vous cette saison? Est-ce que ce sera Anthony Davis? Est-ce que ce sera LeBron James? Est-ce que ce sera James Harden? Alex, j'ai envie de sortir le rasoir. Nous sommes d'accord, monsieur James Harden est le MVP de la saison 2017-2018. Oui. Si on lui file pas là, quand est-ce qu'on lui file? Il y a plein d'affaires. Ouais. Il y a un lobby, il y a de la... À quel moment, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Tu vois? Non, tu peux pas faire mieux. Voilà. Tu peux pas faire mieux. James Harden MVP. Donc voilà pour les différents trophées. Bien évidemment, balancez tous vos pronostics sur les trophées de ce soir. Nous, on sera évidemment devant les réseaux sociaux. Pour le rappeler juste, c'est diffusé notamment sur beIN Sport vers 3h du matin. Ouais, tout à fait. Donc n'hésitez pas à le checker. Nous, on va faire la teuf aussi un petit peu. Parce qu'après, il y a la post-NBA Awards Party. Bien sûr. On a un petit avion après Los Angeles, je crois. Allez, c'est parti. Et puis nous, après, jet privé. Exactement. Et après, nous, on se retrouve pour plein de petits apéros. Bon NBA Awards à tous. À la prochaine. Allez, ciao.